Et aujourd'hui, nous recevons comme Boris Efwa Abba. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. S'il vous plaît, parlez-nous de votre parcours. Je vais commencer déjà par me présenter. Question de bon usage. Je suis Boris Efwa Abba. Je suis agriculteur, entrepreneur, fondateur, manager et promoteur du projet agricole Agribusiness Activities ABA. C'est quoi ABA? ABA est une entreprise agricole qui fait dans la production, la transformation et la distribution des viandes. Aujourd'hui, nous faisons spécialement dans la distribution de la viande de porc. Et le projet qui nous tient à cœur dans cette initiative aujourd'hui s'appelle ABA Shop. Et ABA Shop, c'est tout simplement cette plateforme, sinon cet espace qui a pour objectif de faire de la boucherie en ligne et de la dégustation des produits d'ABA. Aujourd'hui, nos produits cuits phares sont les broches de porc, les shawarma de porc, les pastels de porc et bien d'autres que vous trouverez sur place, tout simplement quand vous rendez chez nous, à Nzangaye Ondogo, au Carrefour des Airs. Ça, c'est ce qui concerne le projet et ce que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. Par rapport à qui je suis et comment tout cela est lié à ma modeste personne, je dirais tout simplement, Boris est un enfant de ferme qui a décidé depuis son jeune âge d'être agriculteur. Je savais que j'allais être agriculteur, mais le parcours, je ne crois pas qu'il a été le parcours. C'est le parcours que j'avais choisi, loin de là. En tant que jeune, comme tout enfant, il y a quelque chose qui a influencé ma jeunesse et c'était largement le football. Donc j'ai grandi en voulant être un bon footballeur. Dans ma jeunesse, j'ai bien joué au ballon et j'aimais beaucoup de ballon. Et en tant que parcours académique, sachant que les parents n'étaient pas trop favorables à ça comme idée, comme profession, donc le football a été un élément motivateur pour moi en termes d'année académique parce que quand j'apprenais, j'apprenais pour avoir rapidement le bac, me débarrasser des parents et aller jouer au ballon. Et ça a été un moyen limitant parce que quand j'ai eu le bac et j'ai voyagé pour aller faire des études, je croyais que je pouvais jouer au ballon. Mais les années et le développement m'a permis de comprendre que le ballon n'était plus pour moi. Parce qu'il faut le reconnaître, quand je gagne le bac, je suis également, comme beaucoup de notre temps, il fallait faire beaucoup de concours. Sur le plan local, j'avais eu beaucoup de concours, tels que le concours de l'école Polytech de Massoukou, où je devais aller, mais il fallait choisir. Parce que dans le fait de rester au Gabon, je voyais les réalités du football et je ne me voyais pas en train de réussir au ballon dans les conditions du Gabon. Donc, ce qui me fait voyager, aller précisément au Mali, où pour moi, entre l'idée des Maliens et ce que je voyais déjà au football, je me suis dit, bon, voici un cadre qui ne ressemble pas au Gabon, ou si je joue bien, je peux réussir. Donc ça, c'était ma réalité, c'était ça, mon point de vue. Déjà que je savais que les footballeurs, au bout de 30 ans, leur carrière était clouée, en fait. Donc pour moi, de 30 ans à plus, j'avais le temps de faire mon agriculture. Donc voilà comment je voyais le parcours. Mais quand tu arrives à l'université avec cette idée de faire football, et comment j'arrive à choisir l'agriculture après le bac, la réalité, c'est qu'en tant que fils de ferme, mes activités d'enfant ont été largement influencées par l'agriculture, par les activités de la ferme. Parce que, quel que soit ce que je voulais faire, les parents te ramenaient toujours, va d'abord à la ferme, va faire ce que tu as à faire avant d'aller faire ce que tu dois faire. Donc, comme j'aime le dire, je connaissais déjà l'agriculture avant de maîtriser la science agricole. Donc, quand je vais à l'université, pour moi, quand je décide de faire l'agriculture parmi tant de métiers, pour moi, c'est pour jouer au ballon. Parce que de telle sorte que facilement, je peux avoir des notes agricoles. Parce que pour moi, c'était pas le but. Là-bas, je pouvais m'asseoir, je cochais seulement les moyennes passaient. Les moyennes passaient. Donc, pour moi, il fallait jouer au ballon au max pour multiplier les chances pour être un bon professionnel.
Mais j'arrive à l'université. Je veux jouer au ballon, du moins je joue au ballon, mais je sens que le ballon te dit non. À la limite, le ballon te refuse. Il faut utiliser les mots comme ils sont. Le ballon te refuse. Tu insistes, le foot te refuse. Et quand tu arrives à des... Parce qu'au bout de la 3e année, tu as déjà peut-être 22, 23 ans, tu te rends compte que mais, il faut aussi accepter la réalité. À 23 ans, les autres ont déjà signé pro. Toi, tu es toujours là à l'université en train de chercher à valider un diplôme. Comprends que le ballon, ce n'est pas pour toi. Donc, quand j'accepte ça, c'est vrai que c'était difficile, mais quand j'accepte ça et je m'y donne parce qu'à la limite, tu es déjà là, 3 ans, plus que 2 ans pour être ingénieur, tu te dis, bon, vaut mieux finir en fait. On est déjà là, on a voyagé, on n'a pas de problème pour apprendre. Et quand j'accepte ça, je décide maintenant de comprendre dans quoi je suis en fait. Parce que à un moment, avoir les notes, c'est autre chose. Avoir les notes, c'est quelque chose, mais comprendre ce que tu fais, c'est autre chose. J'avais pas de problème avec les notes parce qu'à la limite, je m'y donnais pas. Et quand j'ai commencé à vouloir comprendre c'est quoi l'agriculture, les révélations que cette science m'a faites, je me suis dit, waouh, pourquoi tu veux banaliser cet instrument en fait, alors que c'est toute une puissance. L'agriculture, c'est une puissance en fait, quand elle est maîtrisée et quand tu as l'art agricole. C'est une puissance. Et ça, c'est l'université qui m'a permis de comprendre ça. J'avais déjà la connaissance parce que j'ai grandi dans ça. Et de manière aveugle, je ne sais pas où tu pouvais passer de manière agricole et me dire ça, tu ne sais pas faire. Parce que contre ma volonté, de l'âge de la conscience qui tourne entre 5 et 8 ans, jusqu'à cet âge-là, tout ce que je faisais en agriculture, c'était un jeu d'enfant. Mais pour moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Et quand j'ai pris conscience de fusionner ce que j'avais comme expérience et ce que l'université me donnait comme connaissance, je me suis dit, waouh, mais ça, c'est une machine que j'ai en main, en fait. C'est tout un pouvoir. Pourquoi ne pas le capitaliser pour le bien-être de ma communauté? Parce que qu'on le veuille ou pas, jouer au ballon, c'est impacter sa communauté, c'est donner de la joie autour de soi. Mais moi, je voulais le faire avec la beauté du public. Et je ne savais pas que l'agriculture offrait un meilleur public, sinon un public plus vaste. C'est vrai qu'il n'y a pas d'arène, il n'y a pas de gradin, certes, mais plus tu te développes en agriculture, plus tu accèdes à des communautés, plus tu te rends compte de l'impact que l'agriculture peut apporter à toutes ces personnes-là. Donc c'est comme ça, quand je rentre, je me dis, Boris, tu dois faire de l'agriculture. Boris, il faut faire de l'agriculture. Et j'ai déjà ce truc-là où j'aime pas faire des choses monotones. Donc c'est-à-dire quand des choses arrivent, si on te dit des codes sont comme ça, tant que ce que je peux faire n'est pas interdit par la loi, tu peux être sûr que je vais tenter. Parce que pour moi, la monotonie, les gens font comme ça, il faut faire comme ça. Je dis non. S'il y a des choses qui peuvent se faire, si on peut créer des choses de l'imaginaire vers le réel, pour moi, c'est ça mes challenges. Et quand j'arrive au niveau de l'activité familiale, tu viens, tu es tout diplômé, tu dis bon, il faut que les choses changent, bam, premier obstacle, conflit des générations. Je dis waouh, ça, j'avais pas calculé ça. Je croyais que ça devait être facile. Mais tu te dis ok, c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Tu n'avais pas pris ça, faut paramétrer la personne. Tu te paramètres, tu dis ok, il faut tout simplement créer et montrer aux parents ce que tu as envie de faire et qu'ils ne comprennent pas. Et c'est un peu comme ça qu'avec des amis, c'est vrai que voir les choses comme ça, c'est difficile. Dire regarde les gars, allons-y, c'était quasiment impossible. Mais j'ai tout simplement dû utiliser notre environnement. Comme j'ai dit, on a grandi dans un quartier difficile. Pour faire une petite dédicace, ceux qui connaissent Atsunso, c'est là-bas où j'ai grandi. Donc c'est là-bas où j'ai fait toute mon enfance. Et tout ce qui va avec, j'ai connu ça, malgré que ça n'a pas eu d'impact sur moi, Dieu merci. Mais j'ai connu cet environnement-là. Et c'est là-bas où, quand je pars, j'ai dit aux gars, on peut faire quelque chose. Ils sont sceptiques, mais d'autres, connaissant comment j'étais, comment on a grandi, y ont cru. Et c'est comme ça que depuis 2017, on met en place ABA. Et il faut savoir que mettre en place une activité génératrice de revenus, je ne vais pas dire c'est facile, mais tout le monde peut le faire. Mais décider d'emmener une idée du virtuel vers la réalité, ça, je suppose que c'est ce qui est difficile à faire. Et ça, c'était ça le challenge.
emmener une idée de l'agriculture, du virtuel vers le réel. Et ça, je suppose que c'est une des plus grandes dédicaces, sinon remerciements que je dois faire à tous mes collaborateurs, à tous les gars de mon équipe qui ont su accepter cette part du challenge-là et me suivre dans cette folie-là. Parce qu'il faut savoir qu'on partait sur vraiment de l'inconnu d'abord et on partait sur une réalité qui disait capital financier égal à 0. Parce que ça, ce sont nos réalités quand on est parti. La preuve, on s'est appuyé pour le développement de ABBA sur tout ce qui est concours, sur tout ce qui est levée de fonds, appel à projet, parce qu'il faut reconnaître qu'on a initié ABBA sur cette base-là. Le premier événement sur lequel qui nous permet d'avoir, par exemple, des loges pour faire notre élevage de cochons IGAD, c'est un appel à projet de l'Institut Gabonais d'appui au développement qui nous permet d'avoir du matériel agricole. Là, on est en 2016, on a du matériel agricole. Mais la réalité veut que quand on parle de matériel agricole, faire de la mise en place des cultures, ce n'est pas la même chose que faire de l'élevage. Parce que qui fait la mise en place des cultures, au début, n'a pas besoin de dépenser. Ce qui dépense, c'est son énergie. Mais qui décide de faire de l'élevage, dès le début, tu dépenses. Parce que dès que tu as les animaux, il y a de l'aliment à acheter, c'est automatique. On ne compte pas l'énergie que tu as à mettre, les stratégies que tu as développées, mais qui dit animaux, dit aliments. Donc la dépense est instantanée. En 2016, on est bénéficiaire de ce projet-là qui nous permet d'avoir du matériel agricole pour faire de l'élevage, bâtiments, tous les outils qui vont pour entretenir un bâtiment des animaux. Mais on est incapable de commencer en 2016 parce qu'on n'a pas de capital financier pour débuter les activités. Donc, on est obligé de mettre ça en sourdine et de manière stratégique. On trouve tout simplement des éleveurs à qui on confie nos bêtes et on s'entend avec eux pour dire au moment opportun, on revient, on va récupérer sûrement les mêmes animaux au même poids, c'est pas grave. Le plus important, c'est de commencer. Donc, c'est comme ça qu'on retourne dans appel à projet, tout ce qu'il y a comme éléments et qui pouvaient nous aider à cette époque-là. Ça nous permet également, en 2017, de bénéficier des programmes tels que Yali, où, comme j'aime le dire, pour moi, c'est un programme qui a changé ma manière de penser et qui m'a permis de faire ce que j'estime que je peux faire et que j'ai négligé de faire. Parce que quand, en 2017, on est bénéficiaire de Yali, le fait d'aller à Dakar et voir cette communauté des jeunes qui font des choses dans leur pays et que toi, tu as mille et une raisons pour ne rien faire, tu te dis non, il faut aller faire quelque chose. Et je ne vous cache pas, quand je sors de Dakar dans ma tête, même s'il faut aller rester en brousse, cultiver et nourrir mes animaux avec ce que je peux cultiver, ça, je vais le faire. Je préfère être près de la mort parce que j'ai envie de réussir que d'être dans l'aisance matérielle que, je peux dire, les parents m'ont accordé pour retarder ce que j'ai envie de réaliser. Et ça, je me suis dit non. Et ça, j'avais déjà ce mindset depuis Dakar. J'ai dit, dès que je rentre, c'est ça ou rien. Parce que j'ai plus de choix. Dieu merci, la détermination étant un coup de pouce pour faciliter les opportunités. Ça, il faut le dire. Donc, étant à Dakar, j'applique pour la Fondation Tony Elumelu. L'avantage que j'avais à Dakar, c'est qu'autour de moi, pendant la formation, il y avait tous les profils, les financiers, les machins, projets. Pour chaque question, je me suis permis d'emmerder chacun qui pouvait me donner un élément de réponse. J'ai emmerdé chacun pour qu'il me donne des réponses quand j'appliquais pour la fondation en 2017 de la même année. Dieu merci, je rentre en février 2017. Et en mars, quand on sort la liste des lauréats Tony Elumelu 2017, notre nom était dessus. J'ai dit, waouh, ça c'est intéressant. Vous voyez que la détermination qui m'a dit, même s'il fallait rester en forêt pour le faire, j'ai été obligé maintenant de la repousser parce que en étant lauréat Tony Elumelu, le capital était certain. Un fonds d'amorçage était garanti. Donc j'ai dit, ok, puisque les fonds étaient censés être disponibles vers les périodes de octobre-novembre et on avait toute l'année pour faire la formation, je me suis dit, ok, on peut patienter. Et facilement, je peux mettre les gars dessus pour qu'on arrive à réfléchir sur le projet. Donc, c'est comme ça qu'on patiente après mars, on patiente. Et durant la même période, on cherchait toujours
des projets, des appels à projets. On cherchait toujours à lever des fonds. Et c'est un peu dans cette optique-là que, par exemple, je bénéficie du programme CORAF, qui était celui d'accompagner des jeunes agriculteurs dans l'agritech. Et il faut reconnaître que c'est lors de cette formation-là que j'arrive à comprendre que dans nos outils digitaux du quotidien peuvent être des canaux de communication pour développer une agriculture. Et ça, je l'ai appris à cette formation-là. On est en décembre 2017. Donc voilà comment toute l'année 2017, pour moi, c'est une année de patience, et de patience avec des outils certains que je peux commencer. Et en janvier 2018, on lance les activités, tout simplement avec ce qu'on a comme capital de la fondation, et on commence tout ce qui existe aujourd'hui. Donc là, on commence à l'intérieur du pays, précisément au niveau d'Ntoum, à Coq. C'est là où on commence nos activités de l'élevage. Et petit à petit, on continue. Et on est allé avec la même philosophie. Parce qu'il faut reconnaître que pour moi, j'ai peut-être pas entrepris depuis petit, mais le fait de voir les parents, ça veut dire, pour moi, j'étais dans l'entrepreneuriat sans vouloir l'être. Donc, j'ai vu comment ils ont résolu les problèmes. J'ai vu ce qu'il y a comme problème en agriculture. J'ai su par où il faut passer. Je sais ce qu'ils vivent, ce que vit un agriculteur au Gabon. Je sais ce que vit un praticien. Donc, tout ça, j'ai grandi avec et c'était un bagage de manière riche que moi, je ne valorisais pas. Parce que j'aime pas bien cette expression-là, commencer à partir de rien. Parce que ça n'existe pas. Parce que la connaissance que tu as, le diplôme que tu as, ce que tu as appris, c'est quelque chose qui, si on convertit ça en argent, vaut beaucoup. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on commence à partir de rien. Donc pour moi, dès que j'avais ces outils-là, je me suis dit, on peut commencer. Et en 2018, on démarre les activités et on continue avec la même stratégie. Parce que pour moi, il y a 3 manières pour garantir une activité, sinon un projet d'entreprise. Il faut garantir le savoir-faire et ça de manière naturelle, sinon avec le temps. J'ai su avoir un savoir-faire dans l'élevage porcin, sinon dans la production de viande. Pour moi, c'est acquis. Il faut avoir un savoir-vendre. J'avais par la grâce tous les réseaux de distribution de cochons que mes parents ont toujours utilisés. Pour moi, c'était des canaux traditionnels pour vendre mon cochon. Donc, psychologiquement, je n'avais pas de problème de vente. J'avais juste un problème de produit. Tant que j'avais le produit, pour moi, tout était calé. Donc, l'objectif pour moi était d'avoir des cochons. Donc, me concentrer sur mon élevage parce que s'il faut vendre, je sais qui appeler au moment opportun pour vendre et acheter des cochons. Mais le plus difficile qu'il fallait trouver dans notre cas, c'était les investissements. Et c'était ces investissements qui nous obligeaient, pour nous, à tout temps, à être dans des appels à projets pour trouver des fonds et lever des opportunités à chaque fois. Et Dieu merci aujourd'hui, une de nos dernières levées de fonds, c'était avec le programme NUD Gabon, où on a pu lever un fonds considérable qui nous a permis de réaliser, de pousser significativement à Bashop où nous sommes aujourd'hui. Et ça, je dis vraiment, Dieu merci à ce partenaire-là, parce que ce sont des réalités comme ça qu'on ignore, mais qu'il faut vivre quand on est dans le monde entrepreneurial. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Après ça, on se dit aujourd'hui qu'il faut pousser. Il faut pousser parce que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de choses en même temps. Et c'est ce qui fait sa difficulté. Parce que dès qu'on décide d'entreprendre, on embrasse tout et il faut savoir faire le tri. À la limite, le challenge de l'entrepreneur, c'est trier le bon élément à chaque fois. Parce qu'on va vivre toutes les réalités, toutes les difficultés au même moment. En même temps, il faut être RH. En même temps, il faut être manager. En même temps, il faut être financier. En même temps, il faut être marketeur. Il faut être communicant. C'est-à-dire, on fait tout au même moment. Notre challenge, au quotidien, c'est ranger les éléments de telle sorte qu'on donne toujours la priorité à ce qui est important et régler ces tâches quotidiennes comme ça et par jour. Est-ce qu'on peut le faire? Oui, puisque certains l'ont fait et certains ont réussi. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup abandonnent. Parce que quand toutes ces charges tombent sur vous au même moment, sans compter la pression communautaire qui, en permanence, vous défie votre échec. Parce que autour de vous, quand vous décidez de vous lancer, vous pouvez être sûr que l'une des choses qui sort facilement de la bouche des gens, c'est que tu ne vas pas aller loin. Ça sort facilement de la bouche des gens. Tu ne vas pas aller loin. Donc, tu as déjà ça comme pression psychologique. Il faut que j'arrive à faire plus que
ce que les gens en pensent. Et ça, c'est un challenge personnel. Et pour moi, pour avoir abordé l'entrepreneuriat depuis mon enfance, perso, mon challenge premier quand j'ai décidé des activités de ABA était de faire 5 ans. Comment j'allais faire 5 ans, je ne sais pas. Mais pour moi, c'était le premier challenge, faire 5 ans. Pourquoi? Parce que d'après toutes les sciences, d'après tous ceux qui nous ont précédés en entrepreneuriat, les entreprises ne vivent pas au bout de 5 ans. Ils naissent, au bout de 3 ans, beaucoup meurent. Au bout de 5 ans, les plus robustes sont partis. Donc, moi, la stratégie, c'était vivre 5 ans. S'il faille réfléchir sur le développement, ou du moins la rentabilité de ABA, pour moi, c'était après 5 ans. Mais avant 5 ans, c'était vivre. S'il fallait faire des courbettes à X ou Y pour que ABA vive, je le faisais. Et je devais le faire. Parce que l'objectif était clair. Ce n'était pas de gagner de l'argent, mais c'était de faire vivre, de maintenir ABA en vie. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a dépassé les 5 ans parce qu'en janvier, si tout se passe bien, on va fêter la 6e année. Donc, pour moi, la première étape a été accomplie. C'est une histoire de timing, c'est une histoire de temps et c'est un problème d'objectif. La réussite et l'échec sont en fonction des objectifs de tout un chacun. C'est vrai que si on m'évalue sur le plan financier, j'ai peut-être été catastrophe, j'ai peut-être été merdé, j'ai eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas, mais à tous ceux-là qui veulent me juger sur le plan financier, sachez qu'avoir une belle finance n'était pas mon objectif. Mon objectif était clairement vivre pendant 5 ans. Créer une entreprise et la maintenir en vie pendant 5 ans, je crois que c'est quelque chose de difficile. Et c'était ça mon objectif. Et après 5 ans, je crois qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est maintenant de faire du chiffre. Et j'espère qu'on va également atteindre cet objectif-là parce que après 5 ans, il faut se développer. Après 5 ans, il faut améliorer ses investissements. Après 5 ans, il faut savoir se juger et apprécier ce qu'on fait. Et après 5 ans, il faut que les gens arrivent à comprendre que l'activité de l'élevage de porc, l'activité de la production de viande de porc, l'activité de la distribution, de la commercialisation de viande de porc est rentable, pour ne pas dire très rentable. J'espère que je vais essayer de faire un briefing de notre historique jusqu'à aujourd'hui en termes de notre activité chez ABA. Alors, bonsoir Boris. Bonsoir. Tu me permets de te tutoyer. Vas-y, Darren, tu es habitué. Alors, on s'attendait déjà à ce que l'exposé soit aussi enrichissant, aussi passionnant, mais je voudrais revenir sur un aspect, c'est le football. Tu vois. Et en t'écoutant parler, on peut observer à quel point tu parles du football avec autant d'émotion. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que quelque part aujourd'hui, tu regrettes de ne pas être devenu footballeur que tu es devenu? En tant qu'enfant, tout enfant a cette volonté de réaliser ses rêves. Et pour moi, ça reste un rêve inachevé. Pour moi, ça reste un rêve inachevé. Ce que je me suis promis et ce que je crois que je vais faire, et ça, j'espère que le temps me le permettra, c'est de m'assurer d'accompagner au moins un enfant, qu'il soit le mien ou pas, ou dans ma communauté, à être footballeur, pour voir comment un enfant valorise ce rêve de footballeur que moi, je n'ai pas pu réaliser. Qu'il soit mien ou dans ma communauté, s'il peut m'approcher, si je peux l'aider, si je peux l'accompagner, le voir réaliser ce rêve d'enfant pour être footballeur, je serais ravi pour lui, ou du moins, il fera une partie de ma joie. Mais pour parler de ce que je suis devenu et ce que je deviens aujourd'hui, à part peut-être regretter le fait d'être footballeur, honnêtement, je ne regrette aucune de mes décisions aujourd'hui parce que j'estime que les circonstances m'ont permis d'être où je suis. Et si je pouvais le refaire, la seule chose peut-être que je changerais, comme je l'ai dit, c'est d'abord être footballeur et ensuite vivre tout ça. Ok. Et si un jour tu deviens footballeur professionnel, dans quel club tu aurais envie de jouer? Non, ça c'est... non, ça c'est pas une question qu'on peut me poser. Tous mes gars savent que je suis un Madeleine. C'est la Maison Blanche d'abord. Alors, comment impacter
impactez-vous votre communauté, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant que personne que vous êtes au quotidien? Ce que je peux dire avec mes mots, c'est que je ne mesure pas l'impact que j'apporte. Parce que je ne sais pas comment ils sont impactés et sur quel aspect ceux qui me suivent se sentent impactés. Ce que je sais et qui me motive en permanence, c'est, comme j'aime dire à mes collaborateurs, à mes partenaires, c'est de décharger ce que j'estime qui est dans ma tête, au fait. J'estime qu'il y a tellement de choses dedans qu'il faut que ça sorte pour que moi, d'abord, je contemple ce que j'ai réalisé et peut-être me rendre compte que ça a impacté des gens autour de moi. Parlez-nous d'un échec que vous avez eu et comment vous l'avez surmonté. Aujourd'hui, on fait dans la transformation de la viande de porc, précisément dans les broches, bouillons, shawarma et pastel aujourd'hui. Si je reviens encore en 2018, 2019, en 2019 par exemple, on lance des points de braise de cochon. On lance un point de braise de cochon, précisément au niveau du 3 quartiers. Et ce point-là a vite fermé. J'ai pris une raclée, malgré ce qu'on avait mis comme investissement. C'est vrai que beaucoup de collaborateurs m'ont signifié qu'on t'avait parlé, mais j'avais cette volonté-là de faire ça. Et ça m'a donné une gifle. Mais ce que j'ai aimé de cette gifle-là, c'est parce que cette gifle-là m'a permis de prendre une décision. Et c'est elle qui me guide aujourd'hui. Je me suis dit, je ne peux plus lancer un projet si je ne sais pas le faire, ou du moins si je n'ai pas les moyens pour payer un professionnel qui sait le faire. Donc aujourd'hui, si je dois lancer un projet, si ça doit marcher, je me forme pour que ça marche, parce que je vais m'y investir personnellement à 100% pour que ça marche. Et si je ne peux pas le faire parce que j'estime que d'autres paramètres rentrent en jeu, je trouve les moyens pour payer un professionnel, parce que s'il m'embête, je change rapidement. Même professionnel parce que j'ai le moyen financier, donc je ne dois pas me déranger sur la personne. C'est quelque chose que j'ai appris de cet échec, de cette rafale. Parce que ça m'a fait mal et au lieu de m'apitoyer sur mon sort, je me suis permis de noter tous les paramètres qui m'ont permis d'échouer et en tirer cette leçon-là. Quelle est la chose qui vous définit? Je ne saurais pas dire ce qui me définit, mais ce que les gens me ramènent à chaque fois et qui disent que ça me caractérise, ils parlent de la rigueur, ils parlent de la discipline, ils parlent de l'engagement, ils parlent de la détermination et ils parlent de mon niveau, sinon de mon engagement très poussé vers mon idéal. Donc ça, c'est tout ce qui me revient, mais comment moi je peux me définir? Je dirais tout simplement, je me permets de me définir comme un bon rêveur qui n'a qu'une vie pour réaliser son rêve. D'accord. Alors, merci. Pendant l'exposé, au cours de l'exposé, j'ai appris aujourd'hui, parce que je suis peut-être quelqu'un d'ailleurs que je connais, que je suis depuis longtemps, mais aujourd'hui, comme quoi Inspiring nous fait apprendre, découvrir des choses que les garçons qu'on croit déjà connaître. Alors, ce que je retiens, c'est que, en fait, l'agriculture, ce n'est pas, c'est-à-dire, elle n'est pas née en toi. J'entends par elle n'est pas née en toi, c'est-à-dire que tu as appris ça de chez tes parents. C'est-à-dire que tes parents pratiquaient déjà l'agriculture. Alors, comment ça, et si tu nous parlais de comment ça se passait avec tes parents, comment ça se passait, et c'était dans quel environnement? C'était à Libreville ou bien est-ce que c'était au village? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, s'il te plaît? Ok. Comme j'aime le dire avec un peu les mots du quotidien, je dirais que l'agriculture a passé son temps à me draguer avant que je n'accepte. Je refusais parce que je regardais plus le football. Donc, s'il faut utiliser les mots terre à terre, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça.
Ouais. Mais pour dire comment ça se passait, je suis fils aîné de mes parents. Donc par conséquent, j'estime que mes parents n'ont pas... Quand j'ai grandi, mes frères étaient plus jeunes. Donc quand il y avait des choses à faire à la ferme, j'étais naturellement garant parce que mes frères sont plus jeunes. Et ils ne peuvent pas faire puisqu'ils sont petits. Tu es le seul grand, ou du moins tu es celui que quand tes parents disent va faire, quand ils regardent les enfants, tu te désignes seul au fait. Tu ne peux pas te comparer à les petits frères. Donc c'est comme ça que ça se passait. Et moi, en tant qu'aîné, donc je subissais ça. Et j'ai grandi comme ça, entre quand les employés emmerdaient à la ferme, c'est toi qui pars à la ferme pour réaliser des tâches, c'est toi qui pars à la ferme pour dormir là-bas. Et où ça se passait? Tout s'est passé précisément à Nzan et Ondogo, parce que c'est là-bas où j'ai fait toutes mes classes en tant que fermier, mais également au village avec tout ce qu'on a comme activité, parce que quand j'étais jeune, chaque vacances, on était au village. Donc, j'apprenais également là-bas. Mais tout s'est passé concrètement ici et de manière consciente. Tout se vivait ici au village. Tout ce qu'on vivait, c'était plus ambiance parce que les champs étaient pour les grands-parents et puis c'est pas vous qui travaillez. Vous venez, vous faites vos vacances et tranquille. Donc voilà comment ça se passait. Pour moi, par exemple, quand on a des vacances, dans ma tête, je suis tranquille. Je dois aller jouer les championnats parce que les championnats sont disponibles. On joue en Poutoulou. Mais pour les parents, c'est pas ça. Tu es en vacances, ok, c'est le temps pour toi d'aller à la ferme. Donc tous les matins, tu es à la ferme avec les employés qu'on sort. Tout ce qui se passe là-bas, tu dois être aux aguets et qu'on sort. Parce que la preuve, il m'arrivait de rater tous les matchs qui étaient en matinée avec les gars. Mais quand les matchs étaient programmés entre 15h et 16h, ça vraiment, je courais. Donc ça, c'était mon quotidien des vacances. Mais quand je prends la réalité, je sais un peu... L'une des années, par exemple, où la ferme a impacté sur moi, c'est par exemple en première. Parce qu'en première, je sais qu'on a traversé des périodes où les employés vraiment merdaient et il fallait maintenir certains clients. Donc, quand la bête doit être livrée à 13h, il faut la nettoyer, il faut tout faire. Et toi, tu te rends compte que tu as cours. Et les gars qui doivent livrer la bête, quand le paternel appelle, ils n'ont pas fait parce qu'ils sont en train de bouder qu'on sort. Tu te rends compte que tu dois abréger un cours parce qu'il faut nettoyer un cochon qui doit être livré à 13h. Et ça, c'est des choses qu'on a vécues. C'est vrai que ça faisait mal. Ça a toujours fait mal parce que, à la limite, ça peut faire mal quand vous êtes nombreux. Mais quand tu sais que tu regardes derrière, il n'y a personne, c'est comme pour dire les plus petits, allez faire, mais on va te dire de manière naturelle, bon, ils ne peuvent pas faire. Ils sont enfants. Fais. Donc, c'est en faisant que j'ai vécu tout ça et tu te rends compte. Ça faisait mal ces années-là, mais aujourd'hui, quand tu fais ça en jouant et les gars, quand ils te regardent, quand tu dis aux gars, faites, et c'est devenu peut-être comme un jeu dans la BA. Quand tu dis aux gars, faites, ils se disent, mais lui là, quand tu fais, les gars te regardent comme si tu faisais des choses du ciel. Et je dis, les gars, j'ai grandi dans ça. Tout ce que vous demandez de faire, je sais le faire. Je sais le faire. Donc, c'est un peu comment ça se passait. D'accord. Au cours d'une année, je me rappelle, on participait ensemble à une sensibilisation auprès des élèves du primaire à l'école publique de Zénaïon, à 4, qui était très agréable d'ailleurs. Et ce jour-là, je me rappelle qu'on posait la question aux élèves de savoir qui parmi eux voulait devenir un jour agriculteur. Et si on dit ça, je vais compter un ou deux élèves. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas forcément la faute des élèves, mais souvent aussi, les parents n'accompagnent pas nécessairement les enfants de leur choix. Et alors donc, c'est pour revenir toujours à la question des parents. Aujourd'hui, quel est le regard de tes parents face à ton choix aujourd'hui en tant qu'agriculteur? Parce que je sais que aujourd'hui, tous les parents n'appréhendent pas la même chose, parce qu'on va se dire que bon, tu vas aller, c'est des cochons, c'est sale, c'est dégueulasse, tu as fait l'école,
Pourquoi tu ne veux pas faire comme les autres? Pourquoi tu veux pas devenir ingénieur? Pourquoi tu ne veux pas? Pourquoi tu ne veux pas? Mais toi, tu décides d'aller dans la boue. J'imagine que ça n'a pas été facile. Comment ça s'est passé? Comment les parents ont pris ce choix-là? Et j'imagine aussi qu'en tant qu'aîné, euh, ce n'est pas facile parce qu'on se dit toujours que bon, moi je veux devenir footballeur de toutes les façons, moi c'est le foot, que ça passe ou ça casse, moi c'est le football. Mais après on se dit que bon, on a une lourde responsabilité derrière nous, on est l'aîné de ses parents, etc. Alors, tout ça, comment aujourd'hui les choses se passent avec les parents de ta famille? Bon, avec la famille, aujourd'hui ça se passe bien. Mais ça n'a pas commencé bien. Parce que quand tu rentres tout fraîchement diplômé, pour les parents, voici un cadre de la famille qui doit aller à la fonction publique et qui... Mais toi, tu arrives, quand on te dit qu'est-ce que tu veux faire, tu es diplômé, tu es arrivé, tu trouves pas le boulot, tu dis non, moi je vais entreprendre. Bim. Pour les parents, c'est un problème. Et c'est quoi ce délai-là? Tu arrives, tu veux entreprendre et qu'on sort. Il y a déjà des activités, va à la fonction publique, tu travailles, tu as des activités en parallèle et qu'on sort. Je me rappelle de cette conversation avec mon paternel où je lui dis honnêtement, me connaissant, si je travaille, jeune cadre, j'arrive à avoir les salaires que j'écoute à la fonction publique, 800 000 en montant, je ne me vois pas avoir la force de redescendre pour aller faire l'agriculture. Me connaissant, je ne peux pas. Il est mieux pour moi, si je dois faire l'agriculture, je commence au fond. Si je dois m'en sortir, je monte avec l'agriculture. Ou j'échoue en étant fier d'avoir essayé. Mais je ne peux pas aller commencer là-bas et redescendre tout en espérant faire monter ça. Il dit, je ne pourrais pas. Donc, ça a été pour mon père un affront parce que j'ai refusé d'être un cadre comme il le faut. Et je suppose que j'ai bien été puni pour ça. Parce que j'ai vécu clairement l'entrepreneuriat. Parce que c'est ça, entreprendre. Et l'une des phrases qui m'a toujours peut-être boosté, c'est une interrogation de ma maman, parce que ça, il faut faire cette petite dédicace-là. Elle a toujours su trouver des mots, n'étant pas d'accord. Elle a toujours trouvé des mots pour m'emmener à changer d'avis. Mais comme je suis têtu, je suis resté dans ça. L'une de ses motivations, phrases, formules qu'elle trouvait, c'était pour me dire, tu veux entreprendre, c'est bien. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour toi de travailler, trouver le capital et entreprendre? Je lui ai donné la même réponse qu'à mon paternel. Et malgré ça, elle est restée bouche bée dans son coin. Parce que pour elle, on ne fait pas d'entrepreneuriat sans argent. Et le seul moyen que j'avais pour trouver l'argent, c'était de travailler et d'emmener l'argent. Mais où ils n'ont pas compris mon esprit de révolte, c'est parce que quand je sortais, quand je rentre, on lance précisément le prix de l'excellence organisé par, je crois, le père Ali Bongo, qui organise le prix de l'excellence quand il lance la vague de l'esprit entrepreneurial. Il organise le prix de l'excellence, un peu des trucs comme ça. Et à côté du prix de l'excellence, il y avait Shell, qui était encore là, qui avait organisé un prix Shell Entreprendre. Et au prix Shell Entreprendre, j'ai vu des jeunes qui gagnaient 20 millions, 22 millions. Pourquoi? Et c'est peut-être ce qui m'a révolté le plus, c'est parce qu'il a bien écrit son projet. Écoutons la raison. Bien écrit son projet te donne 20 millions. Et si tu as 20 millions, tu sais ce que tu peux faire avec des cochons. Mais on te dit d'aller travailler. Pourquoi? Et quand tu vois la mentalité de ceux qui travaillent au Gabon, surtout dans notre domaine, tu es agronome, ingénieur pour certains, techniciens pour d'autres. Ta formation n'a plus rien à voir avec ta réalité parce que tu cours derrière des nominations, tu cours derrière des projets, tu cours derrière des missions. Et moi, comme je le dis si bien, je n'ai pas appris pour devenir fonctionnaire. Je n'ai pas appris parce que je voulais un poste budgétaire.
Non. J'ai appris, premièrement, pour être footballeur et avoir la facilité de jouer au football. Et quand j'ai décidé de comprendre l'agriculture, j'ai appris pour être un agriculteur à fort impact. Et je ne peux pas impacter dans un bureau, je ne peux pas impacter dans des études qu'on ne connaît ni le tenant ni les aboutissants que nos administratifs aiment bien produire. J'ai dit ça, je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est de faire l'agriculture, pratiquer l'agriculture et donner un résultat agricole que j'estime que des jeunes ou bien des personnes après moi pourront dire, si lui il a pu faire ça, c'est que je peux le faire, sinon mieux. C'est un peu comme ça que je suis arrivé dans l'agriculture et la relation avec les parents aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Comme je le dis, on est abandonné à soi-même et c'est des choses, quand tu décides d'entreprendre, c'est déjà écrit quelque part sur des documents. La solitude, abandon, le rejet, le refus. Donc, pour moi, c'était devenu normal. Mais comme on dit, vivre ça avec ses proches, ça fait plus mal. Certes, mais il faut être préparé. Il faut être psychologiquement prêt. Parce que qu'on le veut ou pas, on n'invente pas la roue. Si tu décides d'entreprendre aujourd'hui, tu connais tous les rouages, toutes les conséquences de l'entrepreneuriat sont clairement identifiées dans un bouquin, sinon dans différents bouquins. Si tu notes, tu sais déjà ce qui t'attend comme difficulté. Si tu es prêt à vivre ces difficultés-là, entreprends. Si tu n'es pas prêt, bascule. Parce que moi, j'estime que j'étais prêt. Parce que des choses telles que la solitude, l'abandon et consorts, déjà que quand je visais mon financement, je ne visais pas un parent, je ne visais pas un ami, je ne visais pas l'État, non. Pour moi, c'était des appels à projets, des trucs, des gens qui savent c'est quoi un projet, des gens qui peuvent accompagner un projet, des gens qui comprennent comment on encadre quelqu'un, un porteur de projet. C'est cela que j'ai toujours visé. Donc, et l'investissement était mon plus grand blocage. Si je trouvais un mécanisme pour lever des fonds, j'avais un mécanisme pour réussir dans mon projet entrepreneurial. Et c'est comme ça que je me suis permis de faire naître ABA, de faire grandir ABA. Et aujourd'hui, on fait évoluer ABA. Donc, la relation avec les parents, je dis que ouais, aujourd'hui, elle s'est stabilisée. Sinon, elle s'est harmonisée. Le respect est devenu notre élément de communication. Chacun accepte maintenant ce que l'autre a décidé de faire et on s'harmonise dans ça. Quelles sont les aptitudes que devront avoir toute personne désireuse de se lancer dans le domaine entrepreneurial, plus précisément dans le secteur agricole? En termes d'aptitude, déjà, j'aime pas trop ce jeu de mots où on pense que l'agriculture est différente des autres secteurs. En entrepreneuriat, tous les secteurs sont pareils parce que la difficulté n'a pas de secteur. Excepté, c'est vrai que dans celui qui est dans l'informatique, quand il a les problèmes de courant, il n'est pas pareil comme celui qui est dans l'élevage qui a les problèmes d'aliments. Chacun a ses difficultés, mais en restant la même réalité. En termes d'aptitude, je dirais, l'entrepreneuriat est tellement complexe qu'il est mieux de se faire une auto-évaluation d'abord. Sur le plan personnel, on s'auto-évalue, on arrive à connaître ses forces et on arrive à connaître ses faiblesses. Parce que si on, y a pas de, je ne veux pas dire qu'il y a des aptitudes standards. Non. Parce que la réussite en entrepreneuriat est tellement diverse et elle prend beaucoup de paramètres que je crois que c'est visé sur la personne. C'est des aptitudes personnelles. Je regarde mes forces parce que je prends de manière un exemple. Je peux avoir une capacité importante de financement. Je prends un exemple au Gabon. Je peux avoir un nom qui me garantit des financements. Mais ça ne me garantit peut-être pas les idées. Donc, je peux avoir des financements, mais je n'ai pas d'idées. Et ce sont ces idées-là, peut-être, qui vont m'obliger à collaborer avec quelqu'un qui a peut-être des idées pour qu'ensemble, on arrive à avoir un projet très fort. C'est-à-dire, lui, il a une ressource qui est l'idée. Moi, j'ai une ressource qui est les finances. On va trouver un moyen. Et c'est un peu dans ce sens-là que je dis pour entreprendre, c'est plus de l'auto-évaluation. Je regarde ce que j'ai, ce que je peux faire et ce que j'ai à faire. Ok. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez toi jusqu'à aujourd'hui. Je crois que j'ai l'opportunité de
t'ai vu, c'est la manière dont tu es aussi humble. C'est-à-dire que tu es un leader exceptionnel, et on le sait tous, et tu arrives toujours à avoir cette humilité, c'est-à-dire d'être avec les autres. Et ça, je trouve ça magnifique. Alors qu'aujourd'hui, tu représentes valablement le Gabon à l'extérieur parce que depuis ces dernières années, on te voit faire beaucoup de voyages. Et comment est-ce que tu prends les choses aujourd'hui par rapport aux années précédentes, tout ce que tu as enduré, les échecs et les épreuves par lesquelles tu es passé, et aujourd'hui, tu te retrouves à être invité dans des conférences à l'extérieur qui tournent autour de l'agriculture. Aujourd'hui, comment tu vis tout ça? Et aussi, si tu me parlais un peu, des différents prix que tu as déjà remportés jusque. En ce qui concerne l'humilité, vous savez que pour ce genre d'approche, j'aime bien mes formules. On dit l'humilité précède la gloire. Bon, si tu n'as pas la gloire, pourquoi tu veux être humble? Hein? Donc, rassure-toi que je vais arrêter d'être humble quand j'aurai la gloire. Mais pour le moment, je n'ai pas de gloire. Par conséquent, je trouve que il est nécessaire, sinon utile, d'être humble. Mais pour être plus sérieux, j'ai pour objectif de vie, et ça c'est personnel, de donner des sourires aux gens. Et ça, c'est mon objectif personnel de vie. Donc, il est difficile d'apporter du sourire en narguant certaines personnes. Donc, pour moi, le fait de ne pas être humble me permet de refuser du sourire à certaines personnes. Et ça me dérange déjà personnellement. Donc, sur le plan de la forme, j'estime que mon attitude doit permettre aux gens d'être bien. Et sur le plan du fond, il faut que je sois assez vrai avec moi-même pour que ces gens se sentent bien. C'est pourquoi quand j'associe les deux, la seule attitude qui colle avec ça pour que j'atteigne mon objectif, c'est l'humilité. Parce que ça ne sert à rien d'être ce qui ne va pas toujours plaire, pas parce qu'on ne peut pas le faire, mais parce que ça peut frustrer, vexer certaines personnes. Pour certains, c'est rien, peut-être parce que, comme je le dis, c'est une histoire personnelle et chacun son objectif de vie. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il n'est pas ou bien ce qu'il veut être. Mais moi, c'est peut-être ce qui me guide et c'est ce qui m'empêche de faire certaines choses. Par rapport au prix, c'est vrai que je ne vais pas te le cacher, Yann, c'est peut-être Paul Syrienne qui m'a rappelé que, mais est-ce que tu es conscient que ta liste est longue? Je dis, waouh, je n'avais pas remarqué parce que pour moi, je ne percute pas. C'est comme tu dis, je ne donne pas intérêt à ça. Parce qu'en réalité, je me dis, si tu réalises certaines choses et que tu te fixes dessus, ça te bloque sur le plan de l'évolution. Et pour moi, ces outils-là ne sont pas des fins, mais ce sont des moyens. Et comme c'est un moyen, vu que, comme je le répète en blaguant, je n'ai pas encore atteint la gloire, je ne sais pas pourquoi je vais me limiter sur un moyen. C'est un peu pour essayer un peu d'imager la chose. Tu veux aller à Ovendo. Tu te retrouves à Glace. Tu as l'opportunité, du moins, de monter dans le véhicule de quelqu'un qui a une Ferrari pour aller au Ovendo. Bon, dis-moi, tu as utilisé un moyen pour arriver au Ovendo. Est-ce que tu vas avoir l'attitude de quelqu'un qui est propriétaire d'une Ferrari? La logique est non. Tu n'as pas de Ferrari. Tu as juste emprunté une Ferrari pour arriver au Ovendo. Donc, c'est un peu pour imaginer la chose. Donc, pour moi, ces prix, ces récompenses sont des moyens pour arriver où je dois arriver. Aujourd'hui, je n'y suis pas encore, mais je dois accepter d'emprunter le moyen et je dois accepter de libérer le moyen parce qu'il a fait le rôle qu'il a à faire dans ma vie pour que je continue mon chemin. Quel
conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui vous regardent en ce moment? Le conseil que je peux donner aux jeunes qui me regardent, c'est il aura peut-être des formes très philosophiques. J'espère qu'ils pourront décrypter. Dans la vie, il faut apprendre à connaître 3 choses. Ce que tu veux, ce que tu peux et ce que tu dois avoir. Parce que c'est ce que tu dois avoir qui te permet de savoir ce que tu peux avoir afin de concrétiser ce que tu veux avoir. S'il vous plaît, est-ce que nous pouvons acclamer pour notre invité? Nous allons passer à notre deuxième phase, c'est-à-dire la phase question. Comme d'habitude, vous vous levez, vous vous présentez et vous posez votre question. Le micro reste ouvert. Enfin voilà, je crois qu'il n'est pas nécessaire, pas forcément nécessaire de se lever. Je vais vous présenter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir à notre invité. Je suis Marcel Ita Ondo-Lima. Je vous ai côtoyé au Lévi 3e édition. J'ai pu voir ce que vous nous avez apporté comme conseil. J'ai compris que vous avez appris l'agriculture avec les parents et c'est ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur agricole aujourd'hui. Je souhaiterais savoir, aujourd'hui vous avez réussi, vous pouvez vous en réjouir. Maintenant, si par exemple c'est le contraire qui se serait produit, allez-vous en vouloir à vos parents du fait que au lieu que vous puissiez apprendre ce qui était vraiment votre désir le plus noble, jouer au foot, peut-être faire école foot, eux, ils vous occupaient à quelque chose qui pour l'heure n'était vraiment pas dans vos priorités. Si vous avez raté par exemple la trajectoire de votre vie, allez-vous en vouloir à vos parents aujourd'hui? C'était le contraire qui se produisait en fait. Merci. Ok, merci pour la question. Et pour apporter juste quelques paramètres pour rectifier, je ne suis pas devenu agriculteur parce que j'ai grandi dans le secteur. Non. Je suis devenu agriculteur parce que quand j'ai décidé à l'université de comprendre même dans quoi j'étais, parce qu'honnêtement, pour moi, tout ce que j'ai fait à cet âge-là et que mes parents m'obligeaient à faire, j'ai aidé mes parents. Ça n'avait pas de lien. Si demain je pouvais être au footballeur, ingénieur, aéronautique, pour moi, j'ai aidé mes parents pendant mon enfance, point barre. Mais comme je le dis, quand je me retrouve à l'université, pour moi, je veux jouer au foot. Je choisis même d'aller faire l'agriculture parce que c'est un secteur que je maîtrise déjà. C'est-à-dire, sur la pratique, je connais déjà. Comme je sais que tout mon temps, je veux jouer au foot, et qu'on m'a quand même envoyé afin que j'envoie au moins la moyenne au pays, il me faut choisir quelque chose, je sais quand même qu'à coup sûr, j'aurai la moyenne. C'est un peu comme ça que j'ai choisi l'agriculture. Donc, pour être sûr qu'à coup sûr, j'ai la moyenne, et j'envoie la moyenne au pays pour qu'on dise que celui qu'on a envoyé là, est-ce qu'il apprend quand même? Parce que moi, dans ma tête, je veux jouer au foot. Je pars pour jouer au foot. C'est d'emblée 100%. Dans l'avion, je parlais des 100. Je vois le Mali que je ne connais pas. J'arrive à savoir où je peux jouer. Je joue à 100%. Je pars juste faire mes heures de cours. Et je n'ai pas besoin d'étudier parce que c'est dans un secteur que je connais. Donc, c'est comme ça. Mais quand, au bout de la 3e année, tu te rends compte que, ah, mais Boris, tu as déjà 22 ans, hein? Et tu n'as pas signé pro. Hein? Donc, commence à comprendre que le foot, 16, 17 ans, ils ont signé pro. Hein? Comprends que ce que tu veux là, ce que tu as là, c'est déjà différent. Donc, accepte que tu ne peux plus être footballeur. Là, je suis seul. Il n'y a personne à côté de moi.
Quand j'accepte que bon, la réalité m'impose que je ne peux plus être footballeur. Donc, oublie déjà le foot seul. C'est maintenant que je me rends compte que bon, tu es déjà ici, on t'envoie des westerns, on te paye, tu payes. Bon, qu'est-ce que tu es même en train de faire? C'est où, avec des recherches, tu vas à la bibliothèque, tu comprends, tu es sur Internet, tu te rends compte de ce que l'agriculture apporte aux gens. Tu te rends compte de ce que l'agriculture fait pour les gens. Mais c'est où maintenant, comme effet de réminiscence, tu vois défiler toute ton enfance agricole, tu te rends compte, mais pourquoi tu veux négliger ça au fait? Tu es déjà presque en train de finir. Concentre-toi et comprends ce que tu es venu faire. Et quand je comprends cet élément-là, quand je comprends ce que je suis venu faire, c'est où je décide maintenant que maintenant, je serai agriculteur. Mais pour moi, tout ce que j'ai fait dans mon enfance, j'ai aidé mes parents parce que j'étais le plus grand. Sinon, ils allaient penser qu'ils ont des enfants bric-brac, qui peuvent faire les aider. Donc, tu aidais, tu faisais ta part. Mais après mon école, je faisais pour moi. On n'avait pas de lien. Mais c'est maintenant quand je dis à l'université, quand tu prends conscience, tu dis, mais merde. Et je décide maintenant de venir faire l'agriculture, que je me dis, maintenant, je dois être agriculteur. Et c'est comme ça que je commence. Et pour moi, ils n'ont pas de responsabilité à ce niveau. Parce que quand je prends la décision, ils ne sont pas là. Ok, d'accord. Nous allons encore ovationner notre invité qui nous a rendu vraiment, qui nous a fait vivre cette histoire, qui nous a fertilisé. Et pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous allons écouter la phase question, mais vous pourrez la poursuivre lors de l'apéro. Pour l'heure, nous vous invitons à passer, à faire une séance de photos, de shooting, photos de famille, et ensuite nous allons sortir pour l'apéro. Merci. Ah. Merci, monsieur Abachok. J'ai tellement de questions à vous poser. En tout cas.